Donc, on va imaginer que vous venez d'acheter une ESP32 cam. Mais je vais vous montrer le seul tout petit problème avec les ESP cam quand on les compare avec un Wemos. Si je prends un Wemos, ils ont cette puce. Vous voyez cette petite puce noire ici, qui est dans ce cas-ci, il me semble, la CH340G. Et en fait, cette puce, c'est ce qui va convertir de l'USB, donc on le branche avec un micro USB, on le branche dans l'Arduino IDE, et ça permettra de créer un port COM entre l'USB et le microcontrôleur. Ça nous permet, via l'USB, de piloter, enfin de téléverser le code sur notre microcontrôleur. Sauf que si on regarde le ESP32 cam, bah déjà, premièrement, on ne voit pas. Hop. Dans un premier temps, on a déjà un souci, c'est qu'on ne voit clairement pas de micro USB. Mais en plus, il n'y a pas la petite puce rectangulaire, le CH340G. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas juste brancher un câble USB et espérer que le code va se téléverser directement. Pour ça, il va nous falloir un module comme celui-ci, donc qui va nous permettre en fait, en fait, vous voyez que sur ce module-là, il y a le CH340G. Et donc, vu qu'il n'est pas intégré directement dedans, on va nous-mêmes devoir les connecter ensemble. Et donc, il vous faudra un système comme celui-ci. Et là, je peux vous montrer genre quelques références si ça vous intéresse, si vous voulez vous en acheter un. Vous avez ça chez vous, et vous avez un Arduino IDE qui vient d'être installé. Il manque un petit détail, parce qu'en fait, l'Arduino IDE ne s'appelle pas Arduino IDE pour rien. Il est en fait à l'origine conçu pour fonctionner avec des Arduino, et un ESP32 fabriqué par Espressif, c'est pas Arduino. Et donc, ils ne vont pas forcément, par défaut, prendre en charge, pas vraiment la concurrence, mais des microcontrôleurs qui ne font pas partie de leur écosystème. Mais ils sont quand même assez sympas, parce qu'ils permettent l'ajout de support pour d'autres cartes. Donc, que ce soit les ESP32, ESP86 et tout un tas d'autres microcontrôleurs. Vous pouvez rajouter le support pour ces cartes, et c'est ce qu'on va voir. Donc, vous avez votre Arduino IDE, et vous pouvez aller dans Fichier, Préférences. Et en fait, ici, on voit qu'il y a un endroit où on peut mettre URL de gestionnaire de cartes supplémentaires. Et en fait, à cet endroit-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller deux lignes pour ajouter le support pour le SP32 et le SP86. En fait, on va juste faire référence à un fichier JSON, et le fichier JSON va avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir installer des nouveaux microcontrôleurs. Donc, ce qu'il suffira de faire, c'est de venir copier-coller ceci. Ceux que ça intéresse, voilà les deux lignes. On fait OK. Et une fois que c'est fait, on pourra aller dans Outils, Type de carte, gestionnaire de cartes. On peut taper ESP. On va juste taper ESP. Et on voit qu'il y a ici ESP32. Il suffira de cliquer ici à droite sur Installer. Moi, j'ai déjà installé, donc forcément, ça me propose uniquement de le supprimer. Et on aura également ESP466. On pourra cliquer dessus pour l'installer. Ça prendra un petit peu de temps, donc c'est normal. Il faut le temps que ça télécharge tous les fichiers nécessaires, que ça les installe. Et une fois que c'est fait, on peut fermer. Il sera peut-être nécessaire de redémarrer l'Arduino IDE, donc simplement on viendra fermer ici, on le réouvre, et après en fait quand on va dans Outils, Type de carte, il y aura, avant il n'y avait que les cartes Arduino, et maintenant il y aura ESP32 et ESP86 qui vont apparaître, et on pourra sélectionner parmi toute la liste des boards ESP32 et ESP86. Voilà, plutôt simple. Et on choisit ici le ESP32 Dev Module, donc en fait le premier de la liste. Donc, on clique dessus. Et on va voir en bas à droite, ici vous ne le voyez pas parce qu'il y a ma caméra qui cache, mais on verra en bas à droite, effectivement, ESP32, Dev Module, et ensuite le port COM sur lequel on est, mais ça on verra un peu après. Maintenant qu'on a sélectionné la bonne carte, on peut aller dans Fichier, Exemple, ESP32, et en fait il faut absolument sélectionner ESP32 avant d'aller dans les exemples, parce que forcément si on avait sélectionné un Arduino Nano par exemple, il va cacher en fait les sketch démo pour le ESP32, parce qu'il se doute bien que quand on a un Arduino Nano, on s'en fout un peu des sketch démo pour le SP. Donc il faut vraiment sélectionner la carte avant, et donc on va dans Exemple, ESP32, et ici en fait on voit qu'il y a Caméra, on va dans Caméra, et on clique sur Caméra Web Server. Et ça ouvre le code. Donc ça c'est un code qui est déjà disponible, il est gratuit, vous l'avez avec le support pour le SP32. Et on va juste devoir changer On va devoir changer trois choses dans le code. La première, c'est qu'en fait ici vous commentez le premier appareil et vous allez décommenter le dernier, le module AI Tinker. Donc ça c'est le modèle que nous on utilise. Et vous voyez qu'en fait il y a d'autres modules comme les modules du M5 Stack, ESP-A et d'autres kits. Donc ça en fait il y a d'autres formes en fait de ESP32 cam. Quand on change le define, on va voir dans Camera Index
Pas du tout, c'est dans caméra pin. Et en fait, voilà, on voit juste que si on avait défini ce module-ci, eh bien, certaines pins seraient à tel endroit. Si on avait défini le SPI, les pins seraient un peu différents. Vous voyez, par exemple, ici, c'est 35, 34, 39, et là, c'est 36, 37, 38. Et si on change avec le M5 Stack, pareil, ça change. Donc, c'est juste pour changer les paramètres selon le module que vous utilisez. Donc, c'est un petit détail. Mais si c'est ce module-ci que vous utilisez, le SPCAM, le module le moins cher, le plus basique, qui a le module caméra, un port micro, un lecteur de carte micro SD, il a aussi un lecteur micro SD, une petite LED et la possibilité de connecter les antennes, eh bien il faut choisir la dernière option ici. Il faut décommenter Define Camera Model AI Thinker ici. Voilà. Là donc j'ai setup le Wi-Fi et j'ai essayé de compiler le code pour voir si ça marchait. Et j'ai reçu une erreur et l'erreur c'est croquis trop gros. C'est quand même un code qui est d'origine dans la démo, donc normalement on peut quand même supposer que le code qui nous donne gratuitement avec le support des cartes devrait fonctionner. Et en fait c'est totalement normal, il faut juste aller modifier un petit truc. Pour paramétrer ça, on va dans Outils, et ensuite eh bien, on a le Partition Scheme. Ici en fait on voit que c'est défaut 4 MB avec de la SPIF et qu'en fait on a 1,2, ah non c'est même pas l'OTA ici, simplement on a 1,2 MB pour le sketch et qu'on a ensuite 1,5 MB pour la mémoire SPIF. Et la mémoire SPIF c'est comme s'il y avait en fait un petit SSD dans notre microcontrôleur dans lequel on va pouvoir stocker tout un tas de fichiers, et c'est comme je le rappelle ce que j'avais utilisé pour cette LED là où les paramètres du Wi-Fi sont dans la mémoire SPIF. Ici c'est pas important, du moins pour ce sketch ci en tout cas on va pas utiliser la mémoire SPIF. Nous on veut se mettre en mode huge app et lui dire je veux le maximum de mémoire, et le maximum de mémoire qu'il peut nous offrir ici eh bien c'est 3 MB sans ETA, et il garde quand même de la mémoire SPIF, sauf qu'au lieu de faire 1,5 MB, eh bien il fera 1 méga. Donc par exemple si on voulait avoir le système comme pour ce module-ci où quand il n'a pas de Wi-Fi il va créer son hotspot, eh bien on pourra quand même sauvegarder les informations du Wi-Fi dans la mémoire SPIF. C'est juste qu'on va allouer plus de mémoire pour le sketch, et ici 3 mégas ça devrait être largement suffisant. On clique sur ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour résumer? On a donc vu comment ajouter le support pour le SP32 et le SP466. On a sélectionné le SP32 Dev Module. On a été dans Fichier Exemple. On a ouvert l'exemple Caméra Web Server pour le SP32. On a changé le type de carte dans le dernier mode ici. Et on a setup le Wi-Fi. Vous, de votre côté, vous pourrez simplement remplacer les petites étoiles par votre SSID et par le mot de passe. Enfin, j'ai été changer ici la taille de la mémoire pour permettre d'avoir un sketch un peu plus gros que la normale. Je l'ai compilé, ça compile. Donc maintenant, on va pouvoir voir comment téléverser le code sur le SP32. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de savoir où on va devoir brancher nos petits fils. Et en gros, ce qui nous intéresse, c'est, vu qu'on veut on veut parler par le port serial, forcément on va chercher le TX et le RX. On voit ici U0TXD, U0RXD, et bien c'est le TX-RX. Donc c'est là qu'on va pouvoir brancher le TX-RX de notre programmateur. Et je le rappelle, quand on veut faire des communications en série, il faut bien penser à croiser les fils. C'est-à-dire que lui, par exemple, j'ai le TX, et bien je vais brancher le RX de celui-ci. Et sur le RX de l'ESP32, je branche le TX de ce module-ci, ce qui est assez logique vu qu'en fait T c'est transmission, R c'est réception, et donc lui il reçoit ce que lui transmet, et lui il transmet ce que lui reçoit. Donc il faut bien penser à inverser les deux, c'est pas comme l'alimentation, on met le plus sur le plus, le moins sur le moins. Là on a déjà résolu le problème de deux fils. Il va nous falloir un autre fil, c'est la masse. Donc c'est le ground, donc ici en fait on voit qu'on en a trois, on en a une juste à côté du TX-RX, parfait. Là donc on a TX, RX, la masse. Et il y a une dernière chose qui va nous intéresser pour mettre en fait le microcontrôleur en mode programmation. Quand on téléverse le code, il faut dire à l'ESP32, là ce qu'on va t'envoyer c'est des informations pour écraser la mémoire et mettre un nouveau sketch. Et ça en fait on va le faire en connectant ensemble la masse qui est ici et le GPIO 0. Donc si au moment où on va reset le SP32, le GPIO 0 et la masse sont connectés ensemble, il va automatiquement se mettre en mode téléversement. Et alors forcément, après avoir fait ça, eh bien, on déconnectera la masse de GPIO 0, on redémarre l'appareil, et là, il ne serait plus en mode programmation, il sera en mode tout ce qu'il y a de plus classique. Et forcément, ici, il manque un dernier fil qui est l'alimentation en 5 volts. Mais en fait, donc soit vous pouvez, en fait, ici vous avez l'alimentation 5 volts, vous avez effectivement mon VCC, enfin, croyez-moi, ça y est. Donc vous pouvez l'utiliser pour alimenter le SP. Le souci qu'il peut y avoir, c'est que ce module-là, en fait, il donne du courant, mais
pas assez en fait. Et donc quand la caméra va vouloir s'allumer, que ça va commencer à un peu tirer sur le processeur, qui va essayer de prendre des photos, de se connecter au Wi-Fi, des fois allumer la LED, ce qui peut arriver en fait, c'est que risque de se mettre en sécurité, en fait, de se couper et de ressortir une erreur en disant non, c'est pas possible, l'alimentation, il y a un problème, il faut recommencer. Et ça ne marchera pas. Donc c'est pas toujours le cas, ça dépend du module que vous utilisez. Moi avec celui-ci, je pense que j'avais eu des problèmes. Et donc ce que j'ai fait, et ce que de toute façon je vous invite à faire pour après alimenter votre caméra, parce que comme vous voyez, il n'y a pas de connexion micro USB. Donc si vous voulez faire une caméra de sécurité IP, il va falloir à un moment ou à un autre, soit avoir tout le temps lui qui est connecté dessus, tac, 5 volts et sur la masse, ou alors souder quelque chose pour l'alimentation. Et en fait, ce que j'ai fait moi ici, sur toutes mes cartes, eh bien c'est, vous le voyez, j'ai pris un petit module micro USB qui coûte mais vraiment rien du tout, je vais vous envoyer la référence tout de suite, et que j'ai collé ça sur le shield, donc j'ai mis un peu d'époxy, vous pouvez mettre n'importe quelle colle. J'ai simplement soudé les fils plus et moins que j'ai reconnecté en fait au plus et moins qu'on voit sur le schéma. Avant de coller ceci, j'ai mis un petit bout de papier, un petit bout de scotch double face en fait, qui va isoler le petit PCB du shield. Donc pensez bien à le faire parce que forcément, si vous collez directement le PCB, que vous allez mettre des gouttes d'étain qui vont passer à travers le PCB et qui vont toucher le shield, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est faire un court-circuit dans votre alimentation quand vous brancherez votre fil ou limite péter un USB de votre ordinateur. Donc, ça nous servira d'une part pour l'alimenter pendant qu'on flash le code pour être sûr de ne pas avoir de bug. Et ça servira ensuite à alimenter la caméra en micro USB quand on veut l'utiliser. Là par exemple, vous voyez que j'ai fait un petit boîtier imprimant 3D avec le module qui se ferme. On peut coulisser pour y accéder. Si les fichiers 3D vous intéressent, je les mettrai sûrement dans la vidéo récap que je ferai sur ma chaîne YouTube, donc vous pourrez les retrouver là-bas. Et forcément, vu qu'il faut mettre un câble, hop, il y a une petite ouverture ici, ce qui fait qu'en fait, on viendra avec notre câble micro USB, on le met dedans, et on aura juste un fil qui sort, et on a un truc super propre, super facile à utiliser. On commence par le TX et le RX. Donc là, je vais prendre en fait ici, j'ai le fil jaune, c'est le RX que je vais brancher donc sur le TX de mon USB. Le TX de l'ESP, c'est la deuxième pin en partant du haut à droite. Voilà. Tac. Ensuite, je vais prendre la pin orange qui est le TX de mon émetteur. Donc je vais mettre ça sur le RX de l'ESP. Le RX de l'ESP, c'est la troisième pin en partant du haut à droite. Ensuite, il me faut la masse. La masse, quoi? C'est le brin. Je mets le brin tout en haut à droite. Donc pour le moment, ça ressemble à ça. On voit bien que sur l'image, c'est bien les trois pins en haut à droite. Masse, TX, RX. Et bien, on a bien branché ici les bons fils. J'ai pas besoin du VCC, donc le fil rouge ici. Moi, j'en ai pas besoin. Si vous avez un meilleur module que le mien qui envoie plus de patates, vous pouvez directement vous brancher sur la pin en bas à gauche de la carte, donc la pin 5 volts. Là, moi, le 5 volts, je le récupère avec ceci qui est branché à ceci. On doit brancher GPIO 0 et la masse ensemble. Donc là, on voit que c'est GND GPIO 0. Donc en fait, je vais juste faire un espace entre la pin la plus basse. Tac. Voilà, ça ressemble à ça, quoi. Vous voyez, j'ai en fait les trois du haut à droite du module, un espace. Jaune qui est branché en boucle comme ça entre la masse et le GPIO 0. Et donc ça permet de le mettre en mode téléversement. Je vais brancher l'USB dans mon ordinateur, juste ici. Il me faut maintenant l'USB en du 5 volts. Si je vais dans port, j'ai un port COM4 qui apparaît. Si je débranche ici, que je refresh, on voit que le port COM4 disparaît. Donc, notre programmateur n'a pas cramé. Mais ça ne veut pas dire qu'on a correctement connecté à notre SP32, parce qu'en fait, ça nous dit juste que lui, il s'est connecté, mais c'est pas pour ça qu'il y a des informations qui passent correctement entre les fils. Pour voir si ça marche, je peux aller dans le moniteur série, qui est en haut à droite, la petite loupe avec un plus dedans. Hop, je me mets en 115 200, donc ça c'est la vitesse à laquelle vont dialoguer ici les deux composants, donc lui et lui. C'est juste pour qu'ils se synchronisent correctement. Donc là on va regarder le port série en haut. Je vais appuyer sur reset. Paf. Et là qu'est-ce qu'il nous dit? Bah déjà il nous dit la date, enfin il dit la date qu'il pense. Très bien. Il nous dit qu'il s'est redémarré et il nous dit waiting for download. Incroyable, c'est génial. Ça veut donc dire qu'on a bien tout fonctionne en fait. Ça fonctionne parce qu'on arrive à recevoir des informations qui ne sont pas complètement erratiques. Et il nous dit waiting for download, ce qui dit donc qu'en fait il est bien en mode téléversement. Donc ça c'est parce qu'on a bien mis le GPIO 0 sur la masse. Si par exemple maintenant je débranchais le GPIO 0 de la masse, que j'appuie sur reset, alors on a autre chose. On a autre chose et en fait on a, oui, forcément, vu que j'avais préparé le live, j'avais déjà téléversé le code dessus. Et donc là on voit qu'on a autre chose. Mais je vais retéléverser le code comme ça vous voyez vraiment comment ça marche. Donc là, je rappelle
Ground TX RX GPIO 0 sur la masse, alimenté en 5 volts avec un petit module que j'ai soudé sur le shield en mettant un espace pour éviter qu'il y ait un court-circuit, donc juste un peu de papier au double face. Il est connecté ici sur le plus 5 volts et la masse, et j'appuie sur Reset pour le redémarrer et le mettre en mode téléversement. On le refait. Waiting for download. Et maintenant, j'ai mon code ici, j'appuie sur la petite flèche pour téléverser. Donc là, on a téléversé le code, on retourne dans notre... Parce que là, voilà, waiting for download, on a téléversé le code. Donc je peux débrancher ça, tac, je l'enlève. Je rappuie sur le bouton reset avec mon stabilo. On voit qu'il se connecte au Wi-Fi, le Wi-Fi est connecté, et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Deux choses, on a un web server en port 80, on va aller voir ça, et qu'on peut directement récupérer le stream sur le port 81, et en plus il nous donne l'IP du serveur. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire copier, et puis, puis coller quoi. Et là voilà, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est l'ESP qui crée ça, c'est lui, vous voyez, c'est pour ça qu'on avait un grand sketch, c'était pour vraiment avoir plein de trucs. Là on peut choisir la qualité, et vous voyez que même si c'est un petit module à 4 €, on peut monter en 1600 par 1200. Bon, par contre, c'est une vidéo en mode PowerPoint, mais on a de l'image. On a plein d'autres menus, genre la qualité, la luminosité, le contraste, la saturation. On peut faire des effets spéciaux, on change le gain, enfin, pas mal de fonctions. C'est incroyable, hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en 800-600, Start Stream. Et là, devant vos yeux ébahis... Tu fous en l'air le Wi-Fi, et plus le stream. Alors, ça marche, vous voyez. Ça marche très bien. Alors, bon, il y a peut-être effectivement une légère, mais genre infime... Bon, je peux débrancher ça, j'en ai plus besoin maintenant. Il y a peut-être une infime différence de qualité entre notre caméra et celle-ci, effectivement. Vous voyez qu'il y a quand même une latence assez importante, qu'il n'y a pas beaucoup d'images par seconde. Si par exemple maintenant je baisse la qualité, bon, l'image est toute petite, mais elle va super vite, quoi. Et dans le terminal, eh bien, il va nous dire en fait quand la caméra se connecte, à quelle IP elle s'est connectée, et si elle tentera par exemple de capturer des images et avec quel framerate. Si maintenant vous voulez faire ça pour faire des caméras de sécurité, la seule chose qui va vous intéresser en fait c'est l'adresse ici à l'adresse IP. Après ce sera le port 81/stream, et là vous pourrez simplement avoir un flux vidéo en temps réel accessible pour n'importe quel logiciel, que ce soit Motion, MotionEye ou n'importe quel autre logiciel. Ça apparaît vraiment comme une caméra IP que vous pourrez trouver dans le commerce. Au détail près, que vous contrôlez totalement son fonctionnement, vous pouvez changer les codes, faire ce que vous voulez. Ça ne va pas dans un cloud, et vraiment, vous avez vraiment tout le contrôle que vous voulez. Ça coûte beaucoup moins cher. Vous pouvez voir les vidéos, mais vous pouvez aussi capturer des images. Ici, par exemple, si on va sur Get Still, eh bien, en fait, là, ce que ça va faire, c'est que ça prend juste une photo, en fait. Et si par exemple, j'ouvre dans un nouvel onglet, eh bien, à chaque fois que je vais refresh la page, normalement, voilà, vous voyez que ça prend une autre image. Donc vous pouvez également l'utiliser comme appareil photo, comme parlophone. Brancher ça à un bouton, dès qu'on appuie sur le bouton, tac, ça prend une photo. Et ça évite d'avoir un flux vidéo en temps réel qui va complètement saturer votre réseau. Sur Node-RED, je vais rajouter maintenant des nouvelles choses. C'est ici qu'on va regarder pour notre caméra sans fil, en MQTT. Alors, s'il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser du MQTT et qui se disent mais ce n'est pas du tout fait pour c'est pas du tout fait pour transférer des images, et effectivement, toi qui dis ça dans ta tête ou tout haut, ou qui est après à l'écrire dans le chat, tu as raison. On va pas utiliser du MQTT pour transférer des photos, mais on peut le faire. On peut le faire. Ça fonctionne. Du coup, qui va m'en empêcher? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut Arduino JSON 6. On l'a déjà. Ça, j'avais déjà prévu à l'avance. Il nous faut PubSub Client, il n'y a pas de problème, c'est aussi ce qui gère le MQTT, forcément. Si vous voulez tester avec Node-RED, regardez ce que je vous ai préparé ici. Paf, Node-RED démo. Vous cliquez là. Et ici, vous voyez qu'il y a flow.json. On clique dessus. On copie. Voilà. CTRL-C. On va dans Node-RED. Ici. Hop. On va dans en haut à droite, Import. Je colle ici. J'importe. Regardez ça. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste tout ça. Tous les trucs que je vous ai montrés, prendre une photo, les menus, tout ça, tout est déjà prêt. Donc copier-coller, parfait. Le Node-RED fonctionne, ça marche. Je déploie. Vous voyez qu'en fait, quand les nodes ne sont pas déployés, petite pastille bleue. S'il y a un problème de settings, petit triangle rouge. Donc ça me dit ici, lui, il lui faut un broker. Parfait. Lui, il lui faut un broker. Parfait. Je déploie. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait la compatibilité pour
toutes les autres caméras, donc les mêmes caméras que vous aviez dans le sketch démo, vu que c'est quand même un sketch qui est basé sur ça en partie. Et donc vous pourrez rajouter les autres modules sans problème. En gros, moi ce que je vais aller faire, c'est que j'ai ici, dans le dossier que j'ai téléchargé, config. Donc dans config, on a ceci. Donc c'est là qu'on va avoir tous les paramètres qu'on voit dans l'interface graphique, mais qui n'étaient pas encore accessibles pour le moment. Et on va avoir le Wi-Fi qui va me permettre de paramétrer le Wi-Fi. Donc moi j'ai juste à le modifier, l'enregistrer. Donc c'est des fichiers JSON, vous pouvez les ouvrir avec un éditeur de texte, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis après, on retourne à Arduino IDE. Et en fait, il y a un outil dont je ne vous ai pas encore parlé, il me semble, c'est le SP32 Sketch Data Upload. Et en fait, ça c'est un outil de plus. Je vais vous envoyer le lien tout de suite pour installer ça sur votre Arduino IDE. Donc tout à l'heure, on a vu comment ajouter le SP32 et le SP8166 dans l'Arduino IDE. Et ici, c'est deux options, deux outils en plus qui permettent pas simplement de supporter la carte, c'est un truc qu'on met encore en plus de ça, qui ici va permettre d'upload les fameux fichiers config.json et wifi.json dans la mémoire SPIF. Voilà, donc il suffit de suivre les instructions, c'est assez facile. En fait, il faudra juste rajouter un fichier jar dans les outils pour l'Arduino IDE et ça permet d'avoir le support pour cette carte-là. Donc c'est pas très compliqué à faire, c'est vraiment du copier-coller et ça devrait marcher. Ici pour la démo, donc j'ai juste modifié. Je l'ai déjà fait, je n'ai pas encore téléversé, vu que là il faut que je mette le nouveau code dans le SP32. Donc comme tout à l'heure, hein, TX sur RX, RX sur TX, la masse sur la masse, le GPIO 0 sur la masse, comme ceci. J'appuie sur le bouton Reset pour le mettre en mode programmation. Je vais dans mon code ESP32K MQTT AP SPIF, voilà, et je téléverse le code. Ah oui, alors là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit Connecting to Botabotlan 2.4. Pourquoi? Parce que je l'avais précédemment flashé pour mon laboratoire, qui est le Botabot Lab. Vu que les paramètres sont dans la mémoire SPIF, en fait, elles sont complètement séparées de là où on téléverse le code. C'est-à-dire qu'en fait, là, je pourrais téléverser le code et tant que je ne nettoie pas la mémoire SPIF, en fait, tout va rester dedans. Et donc, si jamais je rechange complètement le code, eh bien, toute la mémoire SPIF, donc ce qu'il y a pour le paramètre du Wi-Fi, les paramètres de la lumière ou autre, eh bien, vont rester. Et c'est pour ça que même ici, si je retéléverse le code à partir de 0, il n'aura pas oublié, en fait, que précédemment, il devait se connecter à un autre Wi-Fi que celui-ci. Et ici, on voit qu'en fait, il essaie de se connecter au Wi-Fi. Il m'a dit timed out. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il crée un serveur web qui sera accessible à l'adresse 192.168.4.1 et il crée un access point qui s'appelle ESPCam Setup. Je vais dessus et c'est une connexion. Et si je clique dessus, eh bien, paf, qu'est-ce que ça fait? Ça m'envoie vers une page qui va automatiquement s'ouvrir. Hein. C'est un portail captif. Donc, sur les téléphones, en fait, ils ont l'habitude d'avoir ça. C'est comme des fois quand vous connectez sur un hotspot public. Dès que vous connectez, ça va vous demander un login ou autre. Souvent, il y a ça dans les aéroports ou dans certains restaurants. Ça va ouvrir ça. Et ici, en fait, je vais pouvoir moi-même mettre à jour les informations voilà, je peux choisir sur quel Wi-Fi je veux que le SP se connecte. Je vais pouvoir lui donner le mot de passe. Je vais pouvoir lui donner le serveur MQTT. Donc, tous les paramètres en fait, qu'on peut mettre dans le fichier JSON, eh bien, je pourrais les setup depuis mon téléphone. L'autre solution, c'est de le faire avec l'outil dont je vous ai donné le lien dans le chat. Et en fait, si on va dans Outils, ESP32 Sketch Data Upload, je clique dessus. Alors, quand on fait ça, il va envoyer en serial les informations. Donc, il faut bien fermer le port série avant de faire l'upload. Donc, simplement, j'ai juste fermé le port série dans lequel on avait les informations de connexion. Donc, voilà. En fait, là, il faut vraiment le remettre comme si vous vouliez téléverser le code. Donc, TX sur RX, RX sur RX, ainsi de suite. Je remets les deux ensemble, j'appuie sur Reset. Et là, voilà, on voit SPIF Image Uploaded. Donc, en gros, ça a bien envoyé la mémoire. Dans la mémoire. Je redébranche ici. Je le reset une dernière fois. Sauf qu'ici, je peux réouvrir le port série. Voilà. Je le redémarre. Et donc, précédemment, ça nous avait dit connexion à Botabotlan 2.4. Donc, si ça a bien uploadé dans la mémoire, ça devrait mettre connexion à LGHS. Connexion à LGHS, connecté. Connexion au broker MQTT, connecté. Voilà. Maintenant, on est connecté au MQTT. On a envoyé notre message. Donc, si on retourne sur nos Node-RED, on retourne à notre dashboard et qu'on fait une capture, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. On peut régler plein d'options. J'appuie sur flash, et bien vous voyez qu'il y a le flash en fait qui s'allume. Regardez. Vous voyez, en fait, il y a une petite LED ici en bas. Si je mets le mode flash éteint, j'appuie dessus. Il se passe rien, mais ça capture. Si maintenant j'allume le flash, j'appuie, le flash s'allume et prend la photo. Après, j'ai plein d'autres menus. Si par exemple je désactive la balance des blancs entre l'allumage et l'extinction de la balance des blancs, là j'ai toujours mis mon flash. Donc là, il y a
là, il y a pas de balance, il y a la balance des blancs, et si je l'enlève, je crois que l'image sera un peu d'une autre couleur, un peu moins belle. Vous voyez, la couleur a changé là, c'est un peu verdâtre. Balance des blancs, j'allume, c'est un peu mieux. Vous pourrez jouer avec tous les paramètres en fait ici, hein. Vous voyez que si on joue avec les settings, eh bien on peut changer tous les menus. Voilà, là ça augmente en fait la qualité, c'est la compression de l'image. Par défaut il est en résolution minimum. Vous voyez, je prends une image, tac, coucou. La qualité est pas géniale. Et bien si j'augmente la résolution, voilà, on va aller à 4, je reprends une photo. Et là, ça prend un peu plus de temps forcément, vu qu'il y a plus de données à envoyer. Mais la résolution a augmenté. Si je vais encore plus haut, 6, je prends ma photo. Et ça va prendre plus de temps, mais ça m'envoie la photo. Vous allez voir, elle va finir par arriver. C'est bien, en plus on a un indicateur. Tant que la LED est allumée, c'est que c'est toujours en cours d'envoi. Donc c'est long, c'est très long. Pourquoi une fois de plus? Parce que le MQTT est pas du tout fait pour ça. Voilà, bah là, vous voyez que c'est quand même une photo, et c'est presque une photo qui serait bonne. Il y a moyen aussi de faire un vertical flip et un H-mirror, donc c'est pour, si vous mettez la caméra dans un sens ou dans l'autre et que vous êtes contraint par l'espace, si par exemple vous la mettez verticalement, et ben on peut flip l'image pour jouer avec tout ça. Donc tous les settings sont disponibles, et comme je vous l'ai montré, en fait vous avez le code ici sur le GitHub. Vous copiez, vous collez, que ça soit copier-coller sur le SP32, que ça soit copier-coller sur Node-RED, tout y est, et vous aurez tout le luxe de chipotex que vous voulez.